Salut tout le monde, merci beaucoup d'écouter cet épisode de Sans Présentation. Un petit message plate, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des bugs techniques. Hein? Ah, ça faisait un bout, on était presque rendu trop bien. La phase qu'on a faite, c'est une grosse session d'enregistrement avec plein d'invités. Puis moi, pour la petite histoire, j'ai dit au technicien qui m'a aidé cette journée-là, hey, ça va bien, on n'a pas de bug technique. D'habitude, quand on en enregistre beaucoup, il arrive tout le temps quelque chose. Je me suis jinxé comme un cave. Et ce qui fait qu'en fait, sur cet épisode-là, on a perdu une partie de l'audio. Parce que des cartes SD, à ce qui paraît, ben ça a une limite. À ce qui paraît, une limite, ben ça s'atteint. Fait qu'on a perdu un bout de l'audio. Heureusement, pour le montage, on a l'audio comme un genre d'audio backup. Mais qui est enregistré par un ordinateur vraiment loin. Fait qu'un bon vieux micro de MacBook Pro extrêmement loin de moi puis de mon invité. Mais j'ai réussi à gosser de quoi pour que au moins la conversation soit écoutable. Mais c'est sûr que la qualité audio va peut-être être moins bonne. Mais vous inquiétez pas, on a quand même une grosse partie, un bon 45 minutes d'épisode qui est là, qui est présent, qui est super intéressant. C'est vraiment la raison pourquoi je me suis dit je peux pas scraper cet épisode-là. Parce que mon invité, on parle de beaucoup de sujets, on parle beaucoup de gérance, on parle beaucoup des artistes, de son parcours en fait qui l'a mené en gérance d'artistes. Et tous les projets sur lesquels il travaille avec eux en ce moment. Fait que je me suis dit, on va trouver une manière de le faire. Fait que vous avez un 45 minutes avec un bel audio comme on le fait d'habitude. Puis un autre, le reste de l'épisode en gros, qui est peut-être un petit peu plus rough, mais qui reste toujours aussi intéressant. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir que vous étonnez pas si à un moment donné, au milieu de l'épisode, ça se met à sonner cacane. C'est normal. Donc voilà, c'était mon petit message d'avertissement. Mais je vous laisse avec mon incroyable, mon excellent, mon super cool invité de cette semaine. Zip zap, c'est parti. C'est pas le début ça. Zip zap, c'est parti. Là. Une mission jeunesse. Ouais, c'est Zip zap, c'est parti. On se croirait au canal famille. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Je suis très content de te recevoir. Je suis très content d'être là. C'est la première fois qu'on se rencontre pour de vrai. Oui, en plus. Mais j'ai beaucoup entendu parler de toi, de tes multiples rôles dans le monde de l'humour. Oui, multiples. Mais avant, je veux starter avec le début. Mm-hmm. Quand t'étais jeune, Ouais. qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? Je voulais devenir humoriste. Ah oui? Ouais, Okay. très, très jeune. Ben là, ça dépend. À un moment donné, je voulais être joueur de hockey. Là. J'aimais ça. Je trippais, c'est le Canadien puis Grand Fjord. Mais ça, c'est une autre histoire. On n'ira pas là. Trop niché et plate, je pense. À moins que David Bocage veuille m'inviter. Là, je pourrais ouais, peut-être c'est ça, en parler. exactement. Je pourrais aller en parler là. Non, mais... Puis il se tape déjà dedans. Ouais. c'est ça. J'ai déjà hâte d'aller ailleurs. Non, mais c'est drôle parce que... Comme si j'étais le référencement des podcasts. Genre, tout le monde qui a des podcasts m'écoute pour faire comme, OK, lui, je le pogne pour mon équipe. T'es le directeur de casting des podcasts. Exactement. C'est un peu ça. Voilà. Non, mais ça part en plus d'un invité que tu as reçu, Martin Dubé. Oui. Qui est mon cousin, d'ailleurs, qui est aussi le frère de Sébastien Dubé, des Relais, donc Rince Crème, tout ça. Donc, t'es dans la famille, là. Voilà. Ça part de là parce que Martin avait commencé à faire du théâtre jeune. J'avais été le voir faire une pièce de théâtre qui était Charlie Chaplin. Et Martin jouait Charlie Chaplin. Oh, wow! Ouais. Et c'est vraiment là que j'ai fait, je veux faire ça dans la vie. C'était pas nécessairement de l'humour, c'était être sur scène. Mais après ça... Mais c'est souvent de là que ça part, j'ai l'impression. Parce que c'est rare quand t'es jeune, c'est de l'humour stand-up que tu vois. Fait que souvent au début, t'es comme « Ah, j'ai envie de faire du théâtre, mais j'ai envie de faire rire, peut-être théâtre comique. » Ouais, mais moi, je le faisais garder quand j'étais jeune depuis que j'ai 6 mois. Okay. Jusqu'à ma maternelle première année chez Martin et Sébastien. Donc l'humour, là, ça part de là, de RBO à même des vieilles cassettes de Michel Courtemanche, les Bleus Poudres. C'est mes premiers souvenirs de l'humour. C'est quoi l'humour? Parce que les autres me faisaient écouter des VHS de ça. Puis après ça, c'est vraiment sa partie plus concrètement quand que j'ai vu le premier show des Relais à Polyvalente de Saint-Jérôme. Oui, toi, t'as connu ça? Parce que Martin...
d'ailleurs, était mon prof, était mon enseignant. En plus d'être mon cousin et tout, là. Ouais. C'était mon enseignant. Saint-Jérôme, là, c'est petit. Hein? C'est ça? Je pense que c'est ça. Là. C'était mon enseignant voilà. Puis lui avait invité les Denis à venir faire un show pour l'école, whatever. Puis c'est là que j'ai vu la première fois le show complet, mais 1 heure, mettons, des Denis, puis ça a juste fait. Oh, wow! Je veux faire de l'humour, puis clair, là, c'est ça que je veux faire. Fait que j'ai commencé à faire des cours de soir, des cours de soir avec Mario Bélanger. Oui, les fameux cours de présentation de numéros. Voilà, j'ai fait ça à la fin de mon secondaire. En fait, j'étais encore au secondaire quand j'ai commencé à faire. Fait que je prenais l'autobus, puis j'habitais à Saint-Jérôme, je prenais le bus pour aller faire le cours de soir. Jusqu'à temps que j'ai rencontré un gars qui habitait à Saint-Jérôme aussi, dans les cours de soir. Fait que là, on faisait le covoiturage ensemble. Ok, une chance. Oui, là, parce mais que c'est ça, beau timing. moi, je l'ai vécu, là, être en banlieue, puis là, devoir se rendre à une école en bus, là. T'étais où, toi? C'était quoi? Moi, c'était Repentigny. OK. Puis, ben, justement, j'avais commencé à faire de l'humour à ce moment-là. Fait que moi, j'allais faire mes shows à Montréal. Je faisais 2 heures de transport en commun. Ouais. Puis là, quand le show était fini, ben, je pouvais pas rester prendre une bière. Il faut que je fasse 2 heures de route pour retourner chez nous. Exact. Ah, c'est le même. Puis, fait que là, t'as commencé au cours du soir. Ouais. Et c'est quand que t'as appliqué pour l'École nationale de l'humour? Cette même année-là, puis j'ai pas été pris, mais Ok. une chance, parce que une chance. J'étais tellement pas prêt, mais en même temps, l'école, c'est pour former aussi. Là. Mais bref, j'ai pas été pris, mais après ça, j'ai continué à faire des shows. Puis je pense que j'ai refait des cours de soir. Puis là, c'est un peu flou dans ma tête comment c'est venu, là, mais j'ai commencé à faire de l'humour avec Frank Grenier, il y avait Kathleen Rouleau, Mélanie Dubreuil. Fait que j'imagine que c'était un peu l'époque, mettons, il y avait GHB, vu que tu parles de Frank Grenier. C'était avant ça. C'était avant GHB, ok. C'était vraiment avant ça. C'était quelle époque, mettons, justement? 2004. Ok. Ouais, 2004. Moi, ce qu'il faut que je parle d'époque, mais c'est juste, on dirait que ça change tellement vite en humour que... Fait que, tu sais, nous, on louait des salles, le Café Campus ou autres, là, des bars, le Scratch, je pense, à la Chine. Frank, il organisait ça souvent. Puis on faisait des shows là-bas, fait que tout le monde avait comme son stand-up, son numéro. Puis à un moment donné, on a commencé à faire des numéros de groupe aussi. Ok. Ouais. C'était la belle époque, je pense. Je sais plus si c'était très bon ou pas, mais on avait du fun. Je pense que ça marchait correct. Là. Bref. Puis après ça, finalement, en 2005, j'ai été pris à l'École nationale de l'humour. Ok. Puis donc, c'est ça. J'ai fait ça cette année-là. Ça a duré 2 ans, évidemment. Oui, dans le programme de création. Oui, exact. Avec une belle année qui en est sorti François Bellefeuille, Simon Gouache, Mélanie Couture, Mathieu Cyr, Louis T. Ok, oui, c'est une grosse cohorte. Là. Ouais, exact. Fait que mais moi, en sortant de l'école, finalement, j'ai bifurqué. J'ai arrêté de faire de l'humour. Y a-t-il une raison en particulier que ça a-tu vraiment été la décision consciente? Ah, finalement, c'est peut-être pas tant la scène? Ouais. En fait, je pense qu'en tournée, je savais un peu... Tu sais, ça allait so-so. Là. Il y avait des bons shows, mais c'était so-so. Puis je pense que dans ma tête, je suis pas le full package. Je suis pas ça. Je pense que ça prend beaucoup d'éléments sur scène pour que ça marche bien. Ça a l'air simple du stand-up, là, mais ça l'est vraiment pas. Ça prend beaucoup de travail. Ça prend... plus de travail que le talent, je pense, parce que ça va se développer. Mais je sais pas, je pense qu'à cette époque-là, j'avais 21 ans quand je suis sorti de l'école. J'avais peut-être pas cette drive-là, je pense. C'est ça, ok, t'es quand même rentré jeune. Ouais. Ça veut dire, ok. À 19 ans. Oh, wow. Fait que... Est-ce que tu trouves que... Parce que des fois, j'ai cette discussion-là avec du monde, tu sais, à l'école, justement, t'as comme on dirait 2 opposés. Là, t'as du monde qui, mettons, débute la vie d'adulte, tu sors de l'école, puis là, justement, à 21 ans, tu sors, c'est comme, ok, là, on fait de l'humour, I guess, c'est ça la vie maintenant. Puis il y en a d'autres, mettons, plus proches de la trentaine, qui ont déjà un peu un historique de vie. Ouais. Puis que eux, c'est presque. Des fois, c'est carrément des redirigements de carrière complets. Ben oui, exact. Moi, j'étais super impressionné là, quand François Bellefeuille puis Mélanie Couture, qui étaient respectivement vétérinaires et sexologues, on change de carrière, on recommence. Puis moi, je suis comme, hey, moi, j'ai 20 ans. Genre, je viens de sortir du secondaire. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis j'étais bien impressionné par ça quand même, de faire OK. Puis
Mais... Est-ce que tu as senti que c'était un défi, justement, de comme... Est-ce que tu sentais que comme d'être plus jeune dans ta cohorte, il y avait comme une... Non, je le voyais pas comme un défi. Non, je pense... je me souviens pas de temps comme je le voyais. Je sais plus. Hey, ça fait déjà, je pense, 17 ans. J'en reviens pas. Je me sens vieux, là, quand je dis ça, là. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de naïveté. Puis je pense que... Tu sais, je regarde, il y a beaucoup de gens je trouve que, je pense qu'à cette époque-là, je me disais, ouf, tu sais, sont peut-être pas si bons que ça, puis ils ont travaillé tellement fort, puis aujourd'hui, ils en font carrière sur scène, tu sais, puis j'ai fait, ouais, c'est là que tu vois que quand tu travailles vraiment fort, puis que tu t'appliques, puis que tu as de la persévérance, tu peux vraiment y arriver, là. Ouais. Puis... Je pense, tu sais, moi, il y avait un côté... J'aimais beaucoup la musique puis le cinéma, puis je pense que je voulais un peu m'en aller là-dedans. Puis j'avais une opportunité via une de mes amies qui était autrice, qui faisait le programme d'auteur à l'École de l'humour, qui, elle avait un stage chez TVA Publications dans les magazines. OK. Magazine cool, tu sais, magazine jeunesse. Oui. C'est ça. Fait que moi, j'ai comme fait... Ben... Mon plan, au début, c'était je vais appliquer là. S'ils me prennent, mais tu sais, je vais écrire. Ça va, parce qu'il y avait... Mettons, moi, j'avais appliqué pour le magazine à Potin, Star System. Oh mon Dieu! Ouais. Oh, Ouais. wow! Fait que là, Parce t'aurais que- été la personne qui écrit les articles, genre les nouvelles vergetures de Jennifer Lopez. À peu près. mais en fait, moi, tu sais, c'est parce qu'il y avait des bouts humoristiques dans ce magazine-là. Puis Ouais. moi, mettons, j'avais pas eu un magazine une fois, je me disais, c'est pas drôle ça, moi, je pourrais mettre. Tu sais, comme moi, j'aurais écrit ça, ça aurait été bien plus drôle. Ouais. C'est juste une ligne. C'était un genre aussi, poste. on dirait à l'époque aussi des safaris, là, de Ouais. vraiment comme. T'as vraiment de l'humour dans les magazines, puis tu réalises, ouais, l'humour écrit, des fois, c'est un peu tough de transmettre le message Ouais. efficacement. Oui, c'est beaucoup de jeux de mots, là. Genre, exact. Beaucoup de jeux de mots. Mais puis c'est parce que finalement, j'ai été pris, j'ai appliqué, puis j'ai été pris vraiment. Fait que mon plan, c'était de ah, mais ça va être ma job on the side. Puis je vais faire de l'humour après ça. J'ai fait 2 shows d'humour après l'école de l'humour. Puis j'ai arrêté. Parce que en même temps, on m'offrait beaucoup de jobs à TVA Publications. C'était plus seulement de faire des textes, mais c'était de faire de la rédaction, puis de travailler au bureau parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé malade. Là, je la remplaçais au bureau. Puis... Fait que j'écrivais autant des textes que je faisais de la correction, de la recherche de photos ou whatever. Puis ça commençait à être payant, du moins pour quelqu'un de 22 là, qui sort Ah ouais. d'école. Et tout ça en plus pour le magazine Cool. Ouais, magazine c'est pour ça. les jeunes. Exact. Puis ben c'est ça. Ah, Puis Je Ouais, viens de penser vas-y. à quelque chose. Est-ce que dans ta tâche, t'as déjà rédigé un des quiz qu'il y a dans le magazine Cool? Les genres de tests de personnalité. Non. Non, parce que peut-être un à un moment donné, là, mais non. Parce qu'on dirait que ça me rend curieux de comment t'écris ça. Ouais, Il y en a ouais. tellement, mais comme qui prend le temps de faire comme OK, fait que là, si c'est un pamplemousse qui a choisi, ça veut dire que c'est une personne aventureuse. Ben, tu vois, moi, j'avais une amie finissant de l'école qui, je pense qu'elle fait encore des textes un peu pour eux. Ok. Puis dans ce temps-là, mais elle en faisait des quiz. Puis elle torche, là. C'est comme... Elle, le jeunesse, c'est son domaine. Ok. Puis elle est vraiment bonne là-dedans. Fait que tu vois, elle faisait ça, puis elle avait j'imagine... Mais tu sais, on en a lu plein aussi, sûrement, dans sa jeunesse. ouais. Parce que moi... N'était pas le cas, je vais avouer. Moi, j'espérais interviewer Jack White puis Tom York de Radiohead, tu sais. Ouais, c'est pas le C'était même. pas à là. bonne place, mais tu sais, je me disais... C'était pas tant le public cible Ça du m'a- magazine J'ai Cool. fait d'autres entrevues. Ouais, mais c'est J'ai ça. fait des... Ouais, j'ai fait des... On m'a j'ai fait des donné entrevues. le cue d'un certain un certain JB. Ouais, exactement. Un Justin Bieber, oui. T'as tout à fait. interviewé Justin Bieber. J'ai fait ça. À ce moment-là, dans il ma était où dans sa carrière? C'était quel... C'était 2 semaines avant la sortie de son premier album. Fait que Ok. fait que c'était un enfant. C'était un enfant, puis surtout, c'était le genre Internet Sensation. Ouais. Usher l'a découvert, là, c'est son premier album. Exactement. Wow. Fait que je l'ai interviewé. C'est par téléphone. La plupart de mes entrevues, je n'ai fait une couple là, en personne. La plupart, c'est. La plupart, t'es en bobette autour de ta table chez vous, là, puis tu parles à une vedette internationale. C'est un peu ça, la réalité. C'est comment tu t'es préparé pour interviewer? Puis surtout, justement, lui, tu viens de le dire, il était Ben, super jeune. Ouais. Ben, je reçois des dossiers de recherche aussi, puis ma rédactrice en chef, elle m'envoie ça, puis il faut que je fasse des recherches aussi de mon bord, mais elle m'enligne un peu aussi sur ce qu'on a de besoin, tu sais, ce qu'elle veut. Fait que, évidemment, je m'enligne avec cette question-là. Puis, tu sais, c'est toujours un peu
un peu étrange parce que tu es au téléphone, mais tu es surveillé aussi. Il y a quelqu'un, mettons, de la maison de disques, c'est elle qui t'appelle, puis là, tu sais, comme, elle est timée, puis là... Ouais, qui font comme un triple appel, genre, ouais, que t'es comme... ils font comme, OK, Jeff, OK, t'es prêt, bon, mais ce sera pas trop long, on va te mettre Justin en ligne. Puis là, après ça, c'est comme, OK, bon, ben, Justin, il est prêt, t'es là, ouais, OK, go. Puis là, Justin te parle au téléphone, il a une petite voix d'un petit garçon de 14 ans, puis il est en char, fait que tu sais, sûrement que lui, c'est sa journée en plus d'entrevues, c'est un peu ça, là. Lui, il y a plein d'entrevues dans la journée, fait que c'est comme, OK, 15 minutes top chrono max, là, fait que c'est à peu près ça, c'est assez rapide, mais quand même, je me dis, j'ai passé 15 minutes au téléphone avec Justin Bieber. Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait ça aussi avec toutes les stars de l'époque qui étaient Keisha, Flo Rida. Oh mon Dieu! T'as interviewé Flo Rida. Ma première entrevue à vie, c'était Flo Rida. Ah, c'est donc ben drôle, ça. Mais est-ce que t'as le temps, parce que là, tu sais, 15 minutes, j'imagine que t'as pas le temps de discuter en long et en large. Non, c'est ça. Mais est-ce qu'il y en a, mettons, que dans le 15 minutes, t'as fait comme, oh wow, cette personne-là est vraiment... Ben, J'allais dire, elle est cool, mais comme. Mais tu sais, quand il t'en donne, qui est généreux de ses réponses. Oui, parce qu'il y en a, tu sais, Flo Rida était vraiment cool et généreux et sympathique. Tu sais, moi, dans ma tête, je me disais, j'ai hâte de voir, tu sais, je sais pas. On dirait que le personnage, l'espèce de personnage de gros gars d'une Floride, qui comme moi, je m'en calisse. Non, tellement cool. Versus, mettons, Keisha qui te parle au téléphone avec une gomme dans la bouche, puis qui est comme, elle s'en foutait un peu. Mais je pense que ça allait mal dans sa vie à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'était pas la période où son agent, justement, était un peu vraiment de la merde avec elle. Ouais. Puis, fait qu'il y avait ça, ouais. Puis, il y en a d'autres, tu sais, j'avais interviewé Ian Englund, tu sais, que tu poses une question. Puis l'entrevue dure 1 heure parce qu'il arrête plus. Il était génial. Tu sais, parle de générosité, il y en a qui te donnent des... Tu sais, ils savent, là, quand tu fais une entrevue, tu fais « Donne-moi du jus, là, pas oui, non. » Parce qu'il y en a une couple, là, qui... Ah, t'en as eu des yes or no, là? Ouais, un peu, tu sais, puis là, faut t'essayer de... Des fois, tu dis, ouais, le problème, c'est peut-être la question. La question l'enligne trop sur oui ou non, puis là, faut t'essayer de... c'est ça, de faire développer un peu la question à la personne. Puis... c'est ça, des fois, le défi, là. Mais, puis ce qui me fait rire le plus, à un moment donné, je pense que c'était justement le band... Je pense que ça s'appelait 303. Ça me dit de quoi? 3HO. Ouais. Il y a un point d'exclamation. C'est ça, 303. c'est ça, ouais. Je pense que c'est un duo. Puis... Mais c'était comme ça. Je sais pas si ça existe encore, là. Non, je pense pas. Je pense mais, pas. mais ce qui était malade, c'est que, tu sais, bon, l'entrevue, tu sais, je la faisais en anglais. Il était so-so, mais il était sympathique, juste pas tant... donnait pas tant de réponses tant que ça, puis je sais, En plus, ils sont deux, là, c'est comme... ben, j'en ai interviewé... un des deux qui me feed. J'en ai interviewé juste un des deux, puis je me suis rendu compte à la fin, puis tu sais, celui que j'ai interviewé, sa mère était française. Fait que je pose la question par rapport à ça, puis moi, dans ma tête, je pensais pas qu'il parlait français, là, parce que c'est un Américain de Denver, tu sais. Il parle d'un français impeccable, je me suis dit... Tout le long, on aurait pu juste faire l'entrevue en français. Ah, non. Ça aurait été plus simple. Probablement qu'il m'aurait donné des meilleures réponses aussi. Je sais pas, ou pas. Mais bref, tout ça pour dire, à la fin, dernière question, il me répond en français. Je suis merde. Oh non. Tout ça, là, il va falloir que je retraduise toute l'entrevue au complet. Non, mais je l'ai enregistré. Puis, ouais. Fait que sinon, ben, tu sais, une anecdote d'entrevue, des fois, c'est mieux de faire ça au téléphone parce qu'en personne, une fois, j'ai interviewé un band français qui s'appelle Bébé Brune, qui a une toune sur Rock Band, je pense. OK. Puis, je les ai interviewés à Montréal, puis on est dans un resto, puis j'arrive pour serrer la main au chanteur, puis il y a un verre d'eau drette là, puis j'accroche le verre d'eau et j'ai renverse le verre d'eau sur lui. Avant de commencer l'entrevue. Ce qui est une excellente première impression. Ouais, c'est ça. J'étais peut-être meilleur au téléphone. Oh my god. Le fait, c'est que c'est sûr que t'es l'anecdote de journaliste. Ouais, peut-être. Ben, de Bébé Brune. Ouais, c'est ça. C'est comme maintenant qu'il en parle qu'il est comme le putain de journaliste québécois. Ouais, c'est ça. Qui me fout de l'eau partout. Ouais, c'est moi. Mais au moins, c'est cool parce que t'as quand même pu interviewer des musiciens qui ont l'air d'être un domaine qui te passionne beaucoup. Ouais. T'es un grand fan de musique. C'est dans quel genre principalement que... Parce que là, tu parlais de Radiohead, tu parlais un peu de... C'est quoi les bands, mettons, qui t'influencent beaucoup que... Ah bon, ben c'est ça. Tu sais, surtout à cette époque-là, j'étais vraiment, vraiment plongé dans la musique. Mais
sais, Jack White, je le mentionnais, c'est mon idole de musique à vie. C'est les White Stripes. Tu sais, il y a plein de bands, il y a sa maison de disques et tout. C'est un artiste que j'adore vraiment. J'adore l'anecdote des White Stripes de Seven Nation Army, que pour le drum, il a juste dit comme fais juste un kick drum, m'en calisse. Ben, ouais, c'est peut-être. C'est pas exactement ça, mais je sais que genre la raison pourquoi le drum est extrêmement simple, c'est qu'il a comme fait ouais là j'ai besoin d'un drum, comme fais ça. Tout le drum des White Stripes, c'est très simple parce que, tu sais, c'était un couple à la base, puis lui, bon, il jouait de la musique, faisait tout, puis elle est juste embarqué sur le drum à un moment donné. Puis je sais pas si le but était de fonder un band ou pas, mais ils se sont mis à faire de la musique, elle s'est mise à jouer du drum, puis c'était très très simple. Mais lui, c'est ce qu'il aimait, c'est la simplicité derrière ça, de faire. Tu sais, Jack, c'est un peu. C'est un artiste que j'admire beaucoup parce que lui, il va souvent se mettre des barrières, puis c'est comme, OK, ben, on fait un album avec. On a 3 jours pour faire l'album. OK, go. Fait que, c'est se donner des limitations pour exact. faire que, OK, ben là, on va sortir le jus créatif pour passer au travers. T'sais, avec les White Stripes, il n'y avait pas de setlist. Fait que quand il arrivait en show, il arrivait en show, puis c'était border improvisation. Oui, t'as dans ta tête peut-être les 3-4 premières tunes, tu fais ça commence bien un show, mais c'est tout le temps de l'improvisation, puis au feeling, puis... Fait que c'est tout le temps que... C'est ça que j'admire. C'est ce que j'admire aussi des artistes en humour. J'aime beaucoup quelqu'un qui va être créatif ou qui va se mettre en danger. Ouais, exact. Donc, ça se reflète aussi, je pense, dans ce que j'aime en musique et en humour. Il y a une connexion quand même. Exact. Ouais, puis ça nous donne une belle transition pour ce que tu fais maintenant aujourd'hui. Oui. Parce que maintenant, tu es gérant d'artiste. Voilà. Depuis 11 ans. Là. Depuis 11 ans maintenant. Ouais. Puis là, juste pour être sûr, tu as commencé en gérance à Comédia ou tu gérais avant? Tu gérais avant, ouais. OK. En fait, ce qui est arrivé, c'est que, bon, j'en avais plein le cul des magazines. Non. Quoi? Le magazine Cool, c'était pas ton projet de vie? Non, mais j'ai énormément de respect, là. Oh, moi, ouais. je veux dire, pour un magazine. Comme, honnêtement, j'ai adoré mon expérience là-bas. Ça m'a amené... Pour vrai, c'est ça qui m'a amené vers la gérance parce que, à force de travailler là avec la rédaction, c'est comme ça que je dealais beaucoup avec des agents en musique ou avec des maisons de prod. Fait que moi, j'avais comme l'envers de la médaille. Puis là, je suis comme, hey, j'aimerais ça, aller de l'autre côté, faire de la gérance. Puis je m'ennuyais du milieu de l'humour parce que ça faisait quand même, là, à cette époque-là, faisait peut-être 4 ans que j'avais plus les 2 pieds dedans. J'allais voir des shows, j'étais encore fan, mais j'étais plus là. Je travaillais pas dans le milieu de l'humour. Ouais. Puis là, j'avais vraiment une envie de revenir. Puis j'en avais parlé avec les Denis de Relais, avec mon cousin Sébastien, pour faire comme hey, j'aimerais ça. Puis je me disais, votre gérante, vous cherchez votre boîte, cherchez-vous des employés, cherchez-vous du monde, j'aimerais ça travailler là-dedans, je pourrais être un adjoint ou whatever, puis grimper les échelons. Puis c'est un peu comme ça que c'est arrivé en fait. À l'époque, il était chez Jacques Copribeau. Puis à ce moment-là, 6 mois après, il quittait la boîte avec leur gérante Sophie Carrier pour lancer... En fait, Sophie lançait sa boîte. Oui, que c'est Agence SPM. Exactement. Donc, puis c'est suite à ça qu'elle a parti sa boîte, elle m'a engagé pour être un adjoint. Fait que je commençais à 1 jour semaine, 2 jours semaine. Puis après ça, on grimpe les échelons. Puis à un moment donné, c'était comme, OK, ben la boîte va bien, 4 jours semaine. Wow. Puis à un moment donné, c'était bon, ben tu peux commencer à peut-être gérer des artistes si tu veux, avoir tes propres artistes à toi. Parce qu'à ce moment, quand tu étais adjoint, elle avait les Denis. Oui. Elle avait d'autres artistes à ce moment? Oui, Sylvain Larocque, Kim Lizotte, Jean-Thomas Jobin. OK. Puis après ça. Fait que c'est quand même des artistes qui avaient des carrières qui roulaient bien, là. Oui, exact. Okay. Puis c'est comme ça. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai travaillé là 4 ans et demi. Fait que ça a été vraiment dans un format boîte indépendante. Puis après ça, Comédia est arrivé parce que bon, j'avais envie de peut-être aussi prendre ma place plus en tant que gérant aussi. Puis je sais qu'il y avait une opportunité là. C'était la boîte, c'est une grosse boîte de prod, puis là, ils voulaient lancer le département de gérance. Fait que t'es arrivé au début, en fait, de leur section de gérance. C'est ça. Okay. Exact. Fait qu'à partir de là, j'étais arrivé comme gérant chez Comédia. Après ça, on a lancé la boîte. J'ai travaillé là 6 ans et demi. Fait que tu sais, c'est vraiment de construire. Eux, il y avait déjà des artistes. Fait que c'était un défi que j'étais quand même prêt à relever parce que bon, c'était une autre méthode. Tu sais, eux, il y avait des artistes.
il y avait Olivier Martineau, Kathleen Rouleau, Mathieu Cyr, Rabi Ramal. Du monde que tu avais connu de ta cohorte. Ben, un peu, Là-dedans, exact. ou exact. dans les environs. Ouais, exact. Puis, moi, il y avait un défi de, OK, tu sais, j'ai envie de gérer, mais c'était pas nécessairement mes artistes. Comme, Ok. tu sais, ça c'est venu plus tard. D'où pourquoi j'ai lancé ma boîte aussi. Il y avait Ouais. une partie de ça parce que je... Ça a été qui, en fait, officiellement, le premier artiste que là, ça a été, t'as signé toi comme gérant? ben, c'est Félix Turcotte. Oui, que t'as ben oui. reçu, voilà. Exact. Donc, je l'avais signé, lui, justement, quand que je travaillais avec Sophie. Ben, c'est le premier artiste que j'ai signé puis dont je m'occupais. OK. Puis après ça, ben, on a travaillé ensemble. Fait que quand je suis allé chez Comédia, ben, évidemment, il venait avec moi. Tout le transfert s'est fait. Éventuellement, les Denis aussi sont venus travailler avec moi chez Comédia. Quand ils ont quitté SPM, en gros? Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, on les représente chez Comédia. Là, c'est comme, OK, là, on commence à installer la gérance là-bas. Ça commence... on a plusieurs artistes. Là, on a 6. Là, après, il y avait de l'intérêt pour d'autres artistes qui sont venus. Fait qu'on a ça grossi. Il y a eu 2-3 autres gérantes qui ont suivi par la suite. Ouais. Puis, fait qu'il y a eu comme un gros boom, là, mettons, je pense qu'il y avait 19 ou 21 artistes à un moment donné chez Comédia avec 3 gérants. Donc, Mais ce qui est quand même beaucoup de gestion parce que là, si on fait le calcul rapidement, c'est ça, à peu près une vingtaine d'artistes, vous êtes 3 gérants. Ouais. C'est quand même beaucoup. On avait chacun notre noyau, ouais. évidemment. Puis on était chapeautés. Bon, il y avait Coordo avec nous, il y avait il y avait une équipe aussi. On avait une patronne qui gérait le département. Puis après ça, ben mon Dieu, c'est ça. C'était je vais dire, la période de gloire avant la pandémie. Ouais, effectivement. La pandémie qui est venue un peu vraiment shaker notre industrie, notre milieu, ben, comme tout. Là. Il est venu shaker le monde entier, là, pas exact. juste... Ouais, mais vraiment plus l'humour. Ouais, c'est ça, vraiment. Vraiment plus nous, là. Mais je me permets une question. Oui. Tu sais, tu as vu vraiment les différentes moutures d'une gérance. Ouais. Dans le sens, exact. 21 artistes, 3 gérants sous une boîte. Ouais. Là, tu es à ton compte. Ouais. Tu as aussi vu avec Sophie Carrier, tu sais, disons, une entreprise, je pense qu'ils sont 2 gérants. Ben, c'était un peu comme je suis là. C'était sa boîte à elle, c'est son agence. Puis il y avait genre des coordonnateurs qui aidaient. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais son adjoint, son coordo, là. C'est ça. Puis j'avais mon... Tu sais, quand j'ai commencé quand j'ai signé Félix, en fait, là, je commençais à être gérant, puis je voulais peut-être m'imposer un peu plus. Mais pour moi, mettons, mon minding, c'était, ben, tu sais, c'est sa boîte, tu sais. Je pense que si je veux prendre plus de place puis faire ça de ma vie, tu sais, soit que je lance ma boîte, soit que... Mais à cette époque-là, j'avais un peu peur, j'étais pas prêt à prendre ce risque-là, puis on dirait que le fait qu'une grosse boîte voulait lancer ce département-là, ben là, c'est comme, ben, ça, c'est l'opportunité que j'ai de besoin. Ça. Puis j'imagine que ça t'a aidé d'arriver dans un endroit où, oui, là, il y a l'infrastructure est là, mais techniquement, de ce que j'en comprends, c'est quand même vous qui avez créé un peu la section agence, la section gérance de Comédia. Ça. Exact. Fait que j'imagine qu'au moins, ça a pu après donner de l'expérience pour quand t'es allé pour lancer la tienne. Ben, c'est ça, exactement. Tu savais déjà un peu les étapes de création. Ouais. Exact. Ça a été une école incroyable. Là. Puis José Charland, qui était là, qui était ma patronne, était une mentor incroyable. Puis toute l'équipe, honnêtement, quand j'ai lancé ma boîte en avril dernier, 2022. Oui. Puis, la transition s'est bien fait. Fait que, j'ai pu quitter, j'ai pu avoir les artistes que je représente, puis j'ai pu en signer d'autres, puis instaurer ma façon de travailler, puis ma vision, puis les artistes avec qui je veux travailler aussi. Fait que, mais toutes les années les 6 ans que j'ai eu chez Comédia, clairement, ont fait en sorte que là, j'étais prêt à partir, à lancer ma boîte, puis avoir les reins assez solides pour... Puis je pars pas... Tu sais, j'ai beaucoup d'admiration pour des gérants et des gérantes qui lancent leur boîte aussi un peu from scratch, dans le sens que ça prend de la détermination, puis parce que ça sera pas facile, dans le sens que tu lances ta boîte, mais tu as peut-être 1 ou 2 artistes, c'est peut-être des artistes de la relève, fait que c'est sûr que tu fais pas beaucoup de revenus en partant, tu fais beaucoup de développement, tu mets beaucoup de ton temps.
Au début, c'est très passion project. Il faut vraiment que tu te lances, puis t'es comme, non, j'y crois, on va y arriver à un moment donné. C'est ça. Puis, tu sais, je dis pas... ben, quelque part, c'est une chance que j'ai, mais c'est quand même... J'ai eu l'expérience et les années pour de dire, je peux lancer ma boîte, puis je vais avoir des artistes établis avec moi, comme les Denis. J'ai signé Martin Perizzolo. J'ai Félix, qui est un auteur qui fonctionne beaucoup. Rebecca Potvin. Gravel aussi, qui est une autrice qui marche très bien en télé. Puis, fait que j'ai pu avoir quand même des artistes, Jean-Michel Martel, Marilyn Gendron, qui roulent très bien. Puis là, j'ai pu signer Tommy Néron. Fait que là, en gros, on a tout ton line-up. Là. Ouais, ben c'est ça. Là, c'est exact. Je reviens sur une autre question. Parce que tu parles de grands... Non, mais là, ça va, Anthony? Tu veux me voler ma job, Calis? C'est un ami, mais question, je ne sais pas, mais est-ce que la production t'intéresse? Parce que c'est un autre domaine, mais vu que tu as approché l'humour, quand même, tu connais l'humour, l'arrière-scène, mais de développer un show, tu sais, un autre Tommy Néron avec le MTLUS, ça s'en vient. Ouais, ben exact. Mais de toi d'arriver à faire, je veux produire un show, j'ai des artistes, tu sais, de... Parce qu'en plus, à Comédia, j'imagine, la production, c'était géré par... Oui, c'est sûr, il y avait une équipe de prod qui est déjà là. Mais alors que là, avec ta compagnie, c'est comme vous pouvez avoir vos projets que vous produisez vous-même sous ta maison de gérant. Tu sais, mettons justement le show Tommy and Friends 1 au Club Soda, puis le Tommy and Friends 2 qui s'en vient au MTLUS ou qui est passé. Ça dépend du timeline de quand va sortir. 21 janvier. Oh non, ça va sortir avant. Donc, OK, parfais. Achetez vos billets. Achetez vos billets. C'est ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est de la prod, c'est nous qui l'a fait, tu sais, fait que je m'en ai s'occuper. Coproduit, tu sais, avec Tommy, mais j'ai comme pris l'aspect admin et financier en partant pour ça. Puis, finalement, tu sais, ça allait bien. C'est un beau succès, ça va super bien. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresse à faire, mais peut-être à petite échelle ou pour des événements spéciaux. Je suis pas sûr que je suis prêt à me lancer en production. Je pense pas que... Parce que ce qui me passionne beaucoup, c'est vraiment de travailler avec les artistes. J'adore développer les artistes, j'adore les liens avec les artistes. J'aime... Tu sais, je sais pas si c'est... je sais pas si ça peut... ça paraît honnête ou pas, là, mais tu sais, moi, mettons, je suis dans les coulisses d'un gala, puis... cet été, là, Marilyn Gendron, elle a fait son gala Juste pour rire et elle a tout pété. Puis j'étais ému là, en coulisses. Ben ouais. Là, parce que pour moi, c'était ça, c'est ça qui me rend fier. C'est pas genre le chèque qui vient avec après. C'est que tu lui as donné les outils pour accomplir ce rêve-là, pour accomplir cette étape-là. Puis je suis réellement content pour elle. Puis c'est comme je l'ai accompagnée là-dedans. C'est elle qui a fait le travail puis qui est allée cogner le coup de circuit. Mais je pense que moi, j'ai pu aider à mettre le T-bar, puis la balle, puis elle avait le bâton, puis elle a swingé. C'est ça, c'était le coach qui fait comme, OK, ben gars, on a fait les pratiques, on a entraîné le swing, puis comme ça, t'arrives sur le match. Exact. Et tu fais le coup de circuit, comme tu dis. Ce qui est une crise de belle image. Je connais fuck all au baseball, mais je sais que c'est bon les coups de circuit. Fait qu'elle me dit c'est une belle image. Fait que c'est un peu ça, tu sais. J'ai vraiment une fierté de voir qu'un projet marche, une réussite. Tu sais, Rince Crème, là, j'étais tellement fier pour les gars, là. Parce que les Denis, c'est déjà, ça fait 22 ans 22 ans de carrière. Puis ils ont c'est de l'humour absurde. Ils ont toujours eu leur fanbase. Ils ont toujours un beau succès. T'as vu les difficultés. Ben c'est ça. Parce que de faire de l'humour absurde comme ils faisaient au Québec, ça n'a pas toujours été facile. Mais malgré tout, il y avait un succès, mais on le sait qu'ils sont capables d'aller chercher un succès qui mérite, comme à la Louis-José, à les artistes de l'époque, Pat Grou, Louis-José, Mike Ward. Puis les gars, ils l'avaient pas encore tout à fait. Puis là, ils l'ont. Là, c'est 100%. C'est un phénomène. Là, je veux dire, on se fait même plus de temps, mettons. Ben, je dis on, là, mais c'est plus les Denis. Mais tu sais, avant, les Denis pouvaient se faire crier des « Hey, les Denis! » ou whatever, là, une référence aux Denis. Mais maintenant, les gens, ils arrêtent. Et de plus en plus. Rince Crème! Rince Crème! Tu sais, à l'enregistrement, la semaine passée, vendredi, on était les 4. Il y avait André, Vincent, Sébastien, puis moi, puis on est dehors juste avant de monter au studio à l'École de l'humour. On est dehors, puis sur la rue Sherbrooke, tout le temps un peu le trafic de la lumière. Puis là, bon, il y a quelqu'un en char qui est là, une fille
mi-vingtaine, début trentaine peut-être, puis elle est en chambre, puis elle pèse sa fenêtre, puis elle crie « Rince Crème, je vous aime! » Ben voyons. Hein? C'est Hey, drôle, allô, merci. Surtout d'habitude, quelqu'un qui crie en char sur Sherbrooke, c'est rarement des compliments. Ouais, c'est ça. C'est rarement des beaux mots. Là. Exact. Puis non, c'était assez hallucinant. Fait que ça, je suis comme, je suis tellement fier pour eux d'avoir atteint ce ça leur a comme donné, on dirait, une nouvelle indépendance artistique. Ouais. Tu sais, ça doit être le fun aussi pour toi comme gérant de faire comme, hey, maintenant, on peut faire des projets que c'est juste les Denis. Oui. Puis on peut dire non aux projets là, qui sont pas alimentaires. Là, c'est comment de dealer ça? Parce que j'ai l'impression justement les Denis, ces deux personnes qui sont très dans leur art puis qui sont très genre c'est comment toi comme gérant des fois devoir leur faire hey, tu sais, il y a cette gig là, je sais qu'elle est pas incroyable, mais comme à un moment donné. Ben en ce moment, tu sais, je pense que la discussion, moi je vais toujours puis je le fais avec n'importe quel artiste, là, autant avec les Denis, je le fais encore qu'avec les autres, c'est si je pense que ça vaut la peine, je vais te le dire, puis je vais te donner les points pour, mais au final, la décision va t'appartenir, puis je vais la respecter. T'sais. Puis au pire, on peut échanger, mais au final, je le dis toujours aux artistes, c'est ta décision. Je pense que tu devrais, je pense que ça pourrait être cool pour ça, je pense que... Mais tu sais, aujourd'hui, mettons, avec les Denis, il y a plein de projets que ben non, si tu peux pas le faire, on va pas le faire. Maintenant, il y a plus besoin. Là. Exact. Le besoin va être différent. T'sais, des fois, on peut se dire mais ça peut quand même aider autant à Rince Crème ou ça peut aider. Fait qu'on va choisir les bonnes places pour le faire. Puis les gars vont faire s'ils veulent. Je veux dire, ils en font des jokes à Rince Crème de faire le tricheur. Mais parce qu'ils aiment Guy, puis parce que le line-up il est le fun aussi. Ils ont eu une invitation récemment. Le line-up il est cool, c'est nos amis, puis Guy. On adore Guy. Là, mais quelle personne incroyable. Ben oui, tu sais, ils sont allés puis ils ont eu du fun. Fait que tu sais, c'est vraiment, ils font le projet qu'ils veulent faire. Puis c'est ça, tu sais, je suis rendu là, c'est rien contre... tu sais, s'il y a des projets qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est rien contre la personne ou... Tu sais, non, mais c'est, des fois, il y en a qui peuvent penser que, coudonc, tu m'aimes pas ou tu sais... Ben non, c'est juste... Pour X raisons, on n'ira pas là. Puis c'est pas plus grave que ça. Puis au nombre de demandes qu'il doit avoir aussi. Ouais. J'imagine. Exact. Mais il y a quelque chose que je trouvais intéressant quand tu parlais de... Tu sais que tu as vécu l'envers de la médaille, de devoir gérer avec des gérants d'artistes. Ouais. Est-ce que tu penses... Est-ce que tu as des exemples, mettons, de moments avec des gérants d'artistes qui ont un peu bâti comment toi, maintenant, tu fais de la gérance? Soit des bons ou des mauvais exemples? Ben oui, certains... Ben, il faudrait que je réfléchisse un peu à des exemples. Mais tu sais, des bons exemples, oui, certainement... je veux dire, il y a plein de choses que je retiens de ce que j'ai vécu, de ce que autant chez Comédia qu'avec chez SPM. J'essaie de voir, tu sais, y a-tu un moment marquant que je pourrais te donner en détail? Faites-vous un peu de montage ou ça va être long ce bout-là? On garde vraiment tous les temps de réflexion. Tout le temps de réflexion, hein? OK. Fait que pendant ce temps-là, moi, je peux parler d'autres choses. Mais tu sais, il y a des choses que je me suis dit, oh boy, ça, jamais je ferais ça. Mais c'est pas par rapport à où je travaillais. C'est un peu en examinant ailleurs ce que d'autres pouvaient faire. Mais dans une loge, ouais. t'envoies des choses. Oui, c'est ça. Exactement. T'entends des propos aussi de mon gérant m'a demandé de faire ça. Tu sais, pourquoi il t'a... Ouais. Ben c'est ça. Puis tu sais, il y a d'excellents gérants. J'ai plein d'amis gérants que j'adore, que j'aime. Puis, mais tu sais, des fois, on fait des erreurs aussi. Là. Je veux dire, il y a peut-être des trucs que j'ai peut-être fait aussi depuis 11 ans et certainement que je regrette. Là. Il y a sûrement des affaires que je fais voyons, pourquoi j'ai fait ça? J'ai bien été mou là-dessus. Ouais, j'ai échappé là-dessus. Ouais, ça, c'est quelque chose, je me demande, quand tu commences en gérance, tu sais, quand on commence comme humoriste, c'est presque reconnu qu'on se respecte zéro. Là. On est prêt. Non, mais c'est vrai, là, on est prêt à faire 2 heures de route pas payée juste parce que je veux du temps de scène. Ouais. Mais débuter comme gérant, c'est comment de passer à travers un peu justement ce sentiment d'imposteur-là, puis faire, ben là, ma job, c'est de faire respecter les conditions de mon artiste. Oui. Fait qu'il faut que j'aille la colonne solide. Ouais, exact. Puis, tu sais, quand j'ai commencé, je travaillais avec des artistes. Mettons comme, je travaillais avec Sophie. Sophie représentait Sylvain Larocque, tu sais. Sylvain Larocque, il avait déjà, si c'était pas 20 ans de carrière à ce moment-là, pas loin, tu sais. Fait que je pense que Sylvain savait ce qu'il voulait, puis je me souviens que quand j'ai commencé...
Sophie avait dû s'absenter pour un deuil, un décès qu'il avait eu dans sa famille. Fait que j'ai commencé, puis j'ai été un peu garoché dans la première semaine dans la gueule du loup. Puis... De faire gère le monsieur qui a 20 ans de carrière puis Ben, qui sait exactement ses conditions. Avec son gérant. Aussi. Oui, c'est ça, exact. Des études de communication. Exact. Puis, mais tu sais, ça a super bien été, mettons, avec Sylvain, mais moi, je me souviens d'avoir un stress à ce moment-là, de juste faire imposer les conditions à des gens, à des prods, tu sais, juste faire, ben, ça va être, tu sais, ça, c'est le cachet demandé, puis ça va être les conditions, là. Puis là, peut-être de se faire challenger, puis après ça, tu fais, non, je tiens à ça, tu sais. OK, parfait. Mais tout le temps, il y a un peu de nervosité au début. Ça, c'est sûr et certain. Parce que comme tu parlais du sentiment d'imposteur, tu sais, je l'avais quand même un peu, là. Veux pas, tu fais comme moi, j'arrive, puis je te dis, c'est ça que ça coûte, c'est ça le prix. Puis on dirait qu'en art, c'est facile d'être... On dirait... Moi, c'est mon impression de comme mon petit monde d'autoproduction, là. C'est genre... C'est facile d'être confrontant, on dirait presque émotionnellement, là. Des fois, il y en a là, qui te sortent des arguments de comme... Ouais, mais là, on est chum. Pas nécessairement ça, mais mettons, genre, juste d'aller... Presque rendu, on est même plus dans le milieu personnel, là, si on dirait presque la personne que t'attaques, puis c'est comme, ben là... Ouais. C'est parce que moi, j'ai des prix à faire... j'ai des prix à faire respecter. C'est ça, exact. Puis tu sais, l'artiste, il sait, tu sais, s'il dit, ben... Parce que la réalité, c'est que des fois, tu peux faire... Peut-être plus en corpo, mais tu sais, des fois, c'est comme, hey, aujourd'hui, là, c'est quoi que j'ai aujourd'hui? C'est quoi que j'ai cette semaine? Puis tel client veut engager ton artiste en corpo qui, normalement, en vaut peut-être 2 fois plus cher que ce qu'elle offre. Mais tu fais comme, hey, moi, cette semaine, là, ça me dérange pas d'aller faire un show mardi parce que j'ai une semaine un peu mollo. Puis ça me dérange pas de le faire à tel prix qui est pas mal en dessous de ce que je fais, mais qui est un bon prix pareil. Je vais y aller, là. Si ça, c'est vraiment son maximum de budget qu'elle a pour vrai, ben oui, je vais y aller. Fait que c'est tout le temps un peu... on a nos tarifs, nos tarifs de base, mais je pense qu'on peut toujours jouer selon les... Tu sais, c'est vraiment des fois... selon le goût du... Pas le goût du moment, mais... C'est le choix du chef. Le choix du chef, hein, c'est ça. Ce milieu-là permet aussi, cette espèce de zone grise-là de... Tout est un peu permis, il n'y a pas vraiment de norme du travail qui va rendre... Oui, mais non. Ben, c'est ça, exact. Genre, tu ferais pas ça au Dollarama, là. Non, ben... Exact. C'est 2 piastres, ouais, mais là... Ouais, c'est ça. Cette semaine, on est slack. C'est ça. Cette semaine, les cadenas, on n'a pas beaucoup vendu ça. Ça peut partir à 50 sous. Ouais. Ou genre, non, moi, mon salaire, c'est 25$ de l'heure, mais OK, cette semaine, je vais rentrer à 18$ de l'heure parce que c'est ma semaine de congé, normalement. Ouais, c'est ça. Non. C'est pas supposé être demain. Ah, ouais. Fait que, ouais, c'est ça. On a bifurqué à... On a beaucoup bifurqué sur la question originale. Sur la question Moi, en fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le gérant de Flowrider t'a inspiré? Écoute, moi, je dealais pas avec le gérant. C'était avec... Je me souviens plus si c'était Warner Brothers Montréal. Mais tu sais, c'est tellement une grosse boîte qu'à un moment donné, tu fais... C'est la division de Montréal qui communique avec nous. Là, fait que... Ben, ça me fait penser aussi à une question de... Là, justement, t'as vécu, on dirait, 2 extrêmes dans la gestion. Ouais. D'être gérant dans, justement, une énorme boîte. Et là, d'être gérant dans ta boîte à toi, que t'es pas le seul employé, mais t'es le seul gérant en ce moment? Oui, c'est ma boîte, je suis tout seul. C'est ça, je suis seul à 100%. Ouais. C'est quoi les plus grosses différences que tu as remarquées entre ces 2 manières de gestion-là? Ben évidemment, tu sais, je pense que c'est la liberté de juste faire ce que tu veux, mais tu sais, quand je dis faire ce que tu veux, c'est à tous les jours, on travaille... mais c'est d'avoir vraiment ta vision, puis de juste, tu sais, t'es libre de faire ce que tu veux. T'as pas de compte à rendre, t'as pas... parce que autant qu'il y a de positif dans une grosse boîte, autant c'est, ben, faut que tu rendes des comptes à des patrons. Puis, des fois, tu fais, OK, ben, moi, tu sais, si on n'atteint pas tel objectif en ce moment, je dis pas que c'est pas grave, là, parce qu'au contraire, sauf que je te dirais que ce qui a beaucoup changé, mettons, ou ce que j'aime beaucoup, c'est de dire, ben, là, je fais comme je le veux, puis en faisant ça, je trouve que ça va mieux aussi. Je trouve que ma business va bien, mais tu sais, en même temps, là, il y a comme une partie où je me dis, là, je suis tout seul.
Fait que, tu sais, évidemment, je veux que ça aille bien, je veux que ça soit rentable, je veux qu'il y ait des sous, tout ça. Mais je pense que... Comment dire? Juste de le faire par moi-même, de le faire selon ma vision, de le faire comment... Ma manière de travailler, ben, on dirait que naturellement, ça va mieux. OK. Tu sais, je trouve que c'est ça. Hey, je pas que je patine, mais je trouve pas les bons mots. Mais ça va venir. Ben, c'est quand même de la réflexion, j'imagine aussi. Puis c'est pour ça que je me dis, tu l'as commencé quand même récemment. Fait que j'imagine que là, t'as pas tout encore été absorbé dans cette nouvelle manière de produire-là. Ben, tu sais, c'est que, mettons, en toute franchise, pour moi, personnellement, mon entreprise, ça va mieux. Ça va mieux que je le pensais un peu, que je l'avais envisagé. Je savais que ça irait bien parce que chez les artistes que je représente, je connaissais déjà les revenus. Tu pars sur des bases solides. Exact. Mais ça va mieux, puis je trouve que ça coule mieux. Puis le fait que, même si je suis tout seul, même si ça me prend plus... Tu sais, je fais des trucs admin. Tu sais, il y a des trucs qui vont venir éventuellement que je vais avoir besoin d'un ou une coordo qui va m'aider. Mais là, je suis tout seul. Puis... Mais c'est tous des trucs que j'ai déjà fait, là, faire de la coordo, là, la petite job plate, mettons, là, de gérer aussi l'horaire des artistes. Ce qui était le fun, c'est dans une grosse boîte, c'est que j'avais pas à faire ça. J'avais quelqu'un qui le faisait pour moi. Fait que j'avais plus de temps. Fait que là, maintenant, il faut que tu fasses toutes ces petites tâches. Je fais tout ça, mais on dirait que je vois pas la différence dans le sens que je trouve le temps pour ça, puis je le fais. Faut juste le faire. Là. Puis c'est pas compliqué, c'est de prendre du temps. Puis en ce moment, je me dis, tu sais, OK, je pourrais me libérer de ça pour avoir plus de temps, mais ça va bien en ce moment. C'est sûr que s'il y a des opportunités d'autres signatures, d'autres artistes qui veulent travailler avec moi, puis ou que j'en approche d'autres, puis qu'ils disent oui, ben là, oui, c'est sûr que je vais avoir besoin de quelqu'un. Parce que c'est quelque chose que je trouve quand même impressionnant. Tu sais, tantôt, on a fait la liste très rapide, mais je pense aussi exhaustive de tous les artistes que tu as, puis... Tu sais, c'est quand même beaucoup de noms, puis beaucoup de gros noms là-dedans que t'as, là, des gens qui sont occupés. Ouais. Comment t'es capable de dispatcher dans ta semaine ton temps égal pour tous ces gens-là? Ouais. Ben, c'est sûr que le temps... Parce qu'en ce moment, en fait, j'ai l'impression qu'on te bloque. J'ai l'impression qu'en ce moment, on jase, puis c'est comme, ah si, il y a 90 dossiers à gérer. Ben, je pense que quand je vais regarder mon téléphone tantôt... Mais je me sens presque mal. Là, mais tu sais, c'est ça. Mais je fais pas un 9 à 5. Là. L'horaire, c'est. Je vais rattraper mon temps. Puis, demain, je veux dire, je m'en vais à Longueuil avec Tommy pour la première d'une soirée. C'est comme. Je travaille de soir, je travaille de jour, mais je fais mon horaire comme ça va. Puis en même temps. J'ai pas nécessairement de retard sur des projets. Puis, le temps dispatché, c'est dans une semaine, le temps est pas nécessairement dispatché égal, mais clairement, il y a une semaine où ça va être... J'ai mis plus de temps sur les Denis puis sur Tommy que sur Rebecca puis Marilyn. Mais l'autre semaine d'après, souvent, ça va être... Ben là, j'ai mis beaucoup plus de temps sur Marilyn, Rebecca que les Denis. Fait que... Ça dépend du roulement des projets aussi. Là. C'est ça, parce qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Je peux me... demain, j'ai des meetings puis j'ai une soirée prévue, mais à part ces deux affaires-là, il y a quelque chose dont j'ignore totalement va m'arriver demain, je suis sûr. Dans une demande, des trucs qui vont popper. Un scandale, encore. Demain. Pas très sinon. Mais c'est ça, c'est ce qui est fabuleux aussi, c'est que comme les journées se ressemblent pas, mais en même temps, mais c'est ça. Je pense que ça arrive, ça se fait un peu naturellement de faire, ben je prends mon temps pour chaque artiste parce que je sais les projets pour chacun sur lesquels on développe. Puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins non plus nécessairement. Je pense que les artistes en développement, les jeunes, eux peuvent prendre plus de temps parce qu'évidemment on est en développement avec eux. Parce que les Denis sont déjà établis, mais je mets autant de temps quasiment sur eux parce qu'il y a beaucoup de demandes. Fait que souvent, c'est juste de gérer la demande qui rentre, puis de faire, ben, OK, ça, on le fait-tu? Non, ça, on le fait-tu? Non. C'est plus là, t'as un train qui roule déjà avec les Denis, puis c'est juste l'entretenir pour qu'il continue à rouler. Exact. Alors de l'autre côté, t'en as qui c'est, OK, il faut qu'on start la machine. C'est ça, exact. C'est aussi excitant, c'est très excitant de développer des artistes, mais c'est différent de
faut que tu fasses des cold calls, puis il faut que tu cognes à la porte, puis parce que c'était l'artiste, là, voici, mettons, une vidéo, voici une démo, il a fait ça. Je pense que c'est vraiment bon à l'émission, donne une chance, puis des fois, il fait « Ah, ben oui, parfait, on l'essaye, je ne connaissais pas, cool », puis là, il va, puis l'artiste score, puis après ça devient peut-être un collabo régulier. Fait que là, ben, c'est le fun, c'est la partie de rien, ou presque. On a pris un risque. On a pris un risque, puis on a fait l'appel, puis si on l'avait pas fait, peut-être qu'ils nous auraient pas appelé. Ça aurait pris... Comme un risque récemment que je viens de penser. Ça a été comment aller en France avec Jean-Michel Martel pour la France a un incroyable talent. Ouais, ça. En fait, comment c'est arrivé ce gig-là de base? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'étais déjà en lien depuis l'année passée avec une recherchiste là-bas, qui est une casteuse, qui fait le cast. Voilà. Puis, en fait, elle m'avait rappelé cette année. C'est elle qui m'avait rappelé au mois de mars pour faire hey, est-ce que tu as des artistes chez vous qui aimeraient ça que tu aurais à me proposer? OK, parfait. Ben, oui, là, je suis comme, ben, certain. Oui. Jean-Michel, Jean-Michel, son humour, c'est tellement universel. Ça marcherait, je suis sûr, parce qu'il y a de quoi pas de théâtral, mais un peu c'est visuel, ça va ailleurs. Puis je pense que ça peut bien marcher. Fait que si tu parles français, t'es capable de comprendre. Oui, c'est ça, exact. Il n'y a pas de référent québécois, c'est plus d'adapter des mots. Il y a des mots québécois, mais je veux dire, c'est des blagues, c'est ça, très universel. Fait que j'envoie la vidéo du cours de dessin, numéro qu'il a fait déjà en spectacle, en gala, puis j'envoie ça, puis elle a un coup de cœur immédiat. Immédiatement, elle est comme « Oh wow! » ça me parle beaucoup, là, puis j'en parle avec mon équipe, puis le diffuseur, puis c'est comme tout le monde embarque. Puis c'est comme, est-ce que, y a-tu d'autres numéros? Ben oui, voici. Et j'envoie 2 autres numéros. Gros coup de cœur. Puis là, il nous demande, OK, ben, envoie-nous une vidéo. Bon, il fallait tourner une petite vidéo de présentation de Jean-Michel avec un iPhone, puis juste qui disait, allô, je m'appelle Jean-Michel, blablabla. Puis, tu sais. Ça a été comment sa réaction de base quand tu lui as proposé, hey, on va faire la fin de cette année, quoi, t'as Ben, ça l'intéressait beaucoup parce que, en fait, Jean-Michel avait été en Belgique, je pense déjà, puis il avait eu un beau succès. Oui, avec l'école de l'humour. Ouais. Puis ça avait bien marché. Puis là, on parlait de. Puis là, il avait gagné en plus le prix de découverte au Comédia Fest. Oui, qui fait que tu vas jouer. Exact. Mais là, il y avait. Belgique ou en France? Belgique, France, Suisse. Ok, tu fais les 3. Ouais, exact. Wow. Puis avec la pandémie, mais il n'avait pas pu partir. Mais là, c'était prévu qu'il parte dans cette année-là. Donc, là, puis tu sais, Jean-Michel me disait, mais je le vois dans mes stats, j'ai beaucoup de fans européens, il y a des Français qui reprennent mes vidéos, puis qui leur partagent. Puis, telle vidéo, elle a 1 million de vues, tu sais, puis parce qu'un site d'humour européen ou français, ouais, c'est ça. Fait que là, on se dit, ben, ouais, essayons, tu sais, voyons voir, tu sais. Fait que quand je parlais de ça, il était vraiment comme, oui, essayons de voir, tu sais, en plus, ce qui l'intéresse beaucoup à Jean-Michel, c'est la diffusion sur le web, quand même, tu sais, parce que c'est un artiste du web en général. Puis, ben, la France a un incroyable talent, a beaucoup de reach sur le web, puis ils mettent des vidéos sur le web, fait qu'on est comme, ben, ça pourrait être très cool d'essayer ça. Fait qu'on essaie ça. Ça a été là, un oui assez rapide de leur part. Ça a été long peut-être d'attente, mais c'était pas compliqué. J'avais déjà j'étais en lien avec eux l'année d'avant pour autre chose, puis ça a été plus compliqué. Puis finalement, au final, ça a été un refus. Mais là, dans le cas de Jean-Michel, ça a été comme un oui très vite. Puis à un moment donné, c'était on disait, tu sais, fait que on va faire partie des 120 candidats qui vont venir à l'émission. Puis on a fait, OK, merveilleux. Puis on est arrivé là, c'était la fin du mois d'août. Puis on était vraiment là, c'était serré. Là, on arrivait, je vais dire, le dimanche, tournage le lundi, puis on repartait le mardi. Oh wow, tu avais une journée. Ouais. Fait qu'on arrivait très tôt le matin, en fait, mettons, je veux dire, c'est ça, le dimanche, on est arrivé à 6h le matin à Paris. Puis on n'avait pas notre chambre avant midi, fait que là c'était quoi?
Une grosse journée de OK, là, on se promène un peu avec nos sacs. Puis dans la ville, puis on vient de faire 7h30 de vol. Le décalage horaire, juste se coucher. Fait qu'à midi, on a notre chambre, on se couche. On va souper. Le lendemain, c'est le tournage qui commence à 8h le matin. Qui finit à peu près à 11h le soir. Fait que Jean-Michel était sollicité là, sans arrêt. C'est OK, mais shooting photo au début, on fait la photo de profil, whatever. Après ça, on va aller filmer ton entrée dans le petit chalet dehors, on va aller marcher 10 minutes, là, il y a un petit spot. Tu vas faire dans le petit parc, là, fais ton entrée, juste lui qui marche. Après ça, OK, une courte entrevue ici, OK, une courte entrevue pour le web, une courte entrevue de coulisses. On va peut-être utiliser ça pour TikTok. Plein de vidéos. Puis après ça, OK, là, le test de son. Parfait, tout marche. OK, vous êtes libérés pour souper, 2 heures, là, on revient. Là, il y a du retard dans le tournage. Puis là, OK, ça commence. Là, tu vois les prestations. Avant tout, des acrobates incroyables, t'as des chanteurs, des chanteuses, t'as des troupes. Puis dans la première ronde, t'as vraiment aussi le freak show. Exact, ouais. T'as c'est la ça. période, genre, quelqu'un te dit qu'il se rentrait une réglisse dans le nez, puis on fait. Ouais. On va checker. Ben, c'est ça. On va voir. Là, il se fait démolir par les juges, puis là, tu fais OK, bon, c'est bon. Puis là, tu sais, t'as un petit doute, mais tu sais, on le sait. Dans quelle zone on est? Je pense que ça va bien aller. Je veux dire, Jean-Michel, tu sais, c'est bon. Là, Jean-Michel a déjà eu des ovations et a été nommé aux Oliviers pour ce numéro-là. On pense que c'est bon, là, ça devrait pas mal aller, mais quand même, le stress de autre chose complètement. C'est une immense prod. Beaucoup de monde en coulisses pour cette première journée, en tout cas pour la première ronde. Plein de monde en coulisses. Parce que c'est une question que j'avais demandé, mais l'affaire, c'est que je sais pas si on aura spoilé. Cette ronde-là, la première ronde, on peut 100%. Mais c'est ça, parce qu'en gros, ça, vous partiez vous arriviez le dimanche, vous partiez le mardi. Ouais. Mais la journée du lundi, est-ce que ça finit. Eux, ils filmaient juste la première ronde? Oui, mais en fait, il y avait 6 jours de tournage de première ronde. C'est ça. Ah, ok, c'est ça. Fait que nous, on était juste, c'est ça, une des Fait que mettons, vous, si vous passiez, il fallait que vous reveniez. Ouais, mais on se le faisait dire plus tard. C'est ça, ok. Ouais. Fait que tu sais, Jean-Michel, tu sais, juste avant Jean-Michel, c'était des jumelles acrobates ukrainiennes. Oh mon Dieu. Qui faisaient un numéro incroyable. Elles étaient fantastiques. Puis tu sais, les juges ont mis 10 minutes à leur dire vous êtes incroyable, vous êtes bonne. Puis tu sais, le fait qu'elles viennent de l'Ukraine, tout de suite, tout le monde était très dans. On l'a senti, le public. Là. L'émotion de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et on accueille le prochain invité, Jean-Michel. Ça, c'est une queue! C'est une queue! L'abeille mime! J'avais un petit stress. En fait, je trouve ça drôle parce que j'imagine pour Jean-Michel, c'est comme quand, mettons, quand tu vas dans un show puis l'autre personne avant toi démolit tout. Ouais. Mais que là, en plus, c'est comme si, mettons, Louis-José venait de passer avant toi et qu'en plus, il a fait des backflips. Ouais, c'est ça. C'est comme, là, c'est comme. comment? Ok. Bon, ben, let's go. Vas-y, Jean-Michel. On a travaillé fort, on a répété, là. C'est ça. Fait que, puis il arrive, puis il torche tout, puis il pète tout. Puis, tu sais, c'était fabuleux à voir, là. Moi, c'était. Puis même en coulisses, c'est juste voir les techs rire fort, là. J'étais, yes. Ouh. Puis après ça, libération, ben en fait, les juges qui donnent leurs commentaires, tout le monde qui donne une étoile. Fait que c'est comme ça, ils donnent 4 étoiles, tout le monde dit oui. C'est Eric Antoine qui dit comme t'es un des meilleurs humoristes qu'on a eu ever en 17 saisons ici. Wow, ok, ça va bien, c'est le fun. Fait que là, Jean-Michel sort de coulisses, mais tout de suite il sort de coulisses, puis c'est comme hey, comment t'as trouvé ton expérience, Jean-Michel? Fait que là, Jean-Michel qui est juste, qui a tout ça là, qui drop, le décalage, le stress, qui est juste heureux, mais là c'est. Oh, ok, ben. Il a même pas le temps de vivre l'émotion. Ok, c'est ça, il donne ses réponses, puis c'est cool, tu sais. Là, tu penses qu'après ça, c'est fini. Parce que, ok, Jean-Michel, on va t'emmener en coulisses, on va aller faire 2 autres entrevues tout de suite. Ah, ok, bon, on va en coulisses. Puis là, t'as l'animateur de coulisses qui est très bon, il est très drôle, mais là, demande à Jean-Michel de faire des jokes, ben tu sais. C'est humoristique, fait que ça impose Jean-Michel d'improviser et d'être drôle, mais hey, ça fait là, 12 heures qu'il est debout, là, pis
Tanné. Tanné, fait que là, il est comme OK, il échange avec lui, puis ça se passe bien, il a donné plein de bons gags, là, fait que je pense qu'ils ont coupé pour garder une ou deux répliques au final, on a la télé, mais tu sais, tout le temps le doute de je sais pas si j'ai bien répondu ou pas, puis OK, là après ça, une autre entrevue, OK, là, Jean-Michel a donné une réponse de la mort, là. Tout le monde riait, puis l'animatrice a voulu recommencer. Tout le monde a dit, mais non, c'est une bonne réponse. Il dit, Jean-Michel, c'est quoi le pire moment de ta carrière? Il fait, présentement. Fait que tu sais, c'était clairement une joke, mais tu sais, c'était juste dans le. Avec le delivery Jean-Michel en plus. De le voir brûler. Oui, c'est ça. C'est un peu vrai. C'est ça. Il y a comme un. Je demande en plus pour toi qui dois, tu sais, le rôle de gérant un peu, de faire comment, c'est vrai que ça va bien, mais toi aussi devais être brûlé. Ouais. Puis tu sais, vraiment, c'était des trucs déplacés, j'aurais pu inciter à faire. Commence, tu sais. Jean-Michel, prends juste 2 minutes, là, on va. Mais non, tout le monde, les camarades, tellement rire cette réponse-là. Mais non, c'est bon ça. Mais l'animatrice, c'est comme. Mais on va reprendre la question. Non. Qu'elle a sent mal, elle est comme, non, il est en train de dire. Mais c'est parce qu'elle se demandait si c'était pas une vraie réponse. Mais c'est non, c'est pour rire. Puis il a été voir après ça, mais c'est juste. Après, le tournage est fini, il est allé à l'hôtel, puis je pense qu'il était malade dans la nuit. Il est allé se coucher, là, puis juste comme. C'était trop, là, c'était vraiment demandant. Là, comme arriver en avion la veille, faire tout ça. Fait que. Mais au final, c'est une belle expérience. Fait que c'est vraiment le fun. Ouais. Est-ce que tu considérais ça comme un de tes plus beaux moments de gérant ou t'en as d'autres qui viennent en tête? Ben, c'est sûr que c'est un beau moment. Ah ouais, c'est clairement dans les beaux moments de carrière parce que c'est la première fois que j'allais en Europe avec un artiste aussi, puis qu'on sait pas ce que ça va donner. C'est une grosse prod, puis c'est entre 3 et 5 millions de codes d'écoute, l'émission de télé. Là. Fait qu'on sait ce que ça représente, puis on disait, tu sais, on veut juste que ça aille bien, tu sais. Quand même bien qu'il y ait 2 juges qui aiment ça sur les 4, si la réaction est bonne, si le monde rit, nous, on va aller chercher le public qu'on a besoin, qui aime l'humour, parce que c'est le genre d'émission qui n'est pas une émission à humoriste. C'est pas une émission d'humour, c'est vrai. Les gens, c'est un show de variété, fait que c'est pas les fans d'humour qui regardent ça, puis on l'a vécu... en toute transparence, les commentaires, la vidéo de Jean-Michel, 6 millions de vues. Les commentaires! Les commentaires sont mais sur Facebook, il y a beaucoup de commentaires. Sont où les gags, wesh? Mais sur TikTok, la vidéo, il y a plein de commentaires positifs. Fait que là, tu vois la différence du public. Maintenant, c'est pas avec un vieux français qui comprend pas encore. Sugar Sammy n'arrête pas de faire des blagues là-dessus en plus. Parce que dans la première ronde, ils ont reçu une femme de 99 ans, je pense, qui fait du yoga. Puis, elle a fait une performance, whatever. Puis, Sugar fait un gag sur Twitter en fait une performance qui rejoint le public cible de M6. Sugar niaise que le public cible de c'est quoi le talent? C'est quand même incroyable. Sugar Sammy, c'est nice qu'il ait gardé un point dans sa carrière où il peut bâcher la chaîne de télévision dans laquelle il travaille et qui est comme. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça son rôle. Puis je pense que tout le monde embarque avec ça. Parce que, tu sais, on l'a vu après le show, il est tellement sweet. Il est vraiment fin. Il nous voit Jean-Michel en donnant des commentaires là, comme incroyables. Puis dire comme. Je pense que tu vas peut-être avoir des appels de gens ici. Ben, d'ailleurs, tu sais, on a eu de l'intérêt, je sais pas ce qu'on va faire. Au moment où on se parle, en ce moment, on a juste eu une discussion, on a juste eu de l'intérêt. Non, on a peut-être un scoop. De America's Got Talent. Oh, j'ai vu la vidéo de Jean-Michel qui ont juste dit est-ce une possibilité de Jean-Michel de faire en anglais? Et on en est là. Ça serait incroyable. Fait que c'est fou ce que ça peut générer. Fait que c'est ça. Tu fais, c'est pas une petite émission. Non, vraiment pas. Fait que, voilà. C'est fou, c'est un beau, c'est ça, c'est un beau. Oh! T'as failli refaire. Big save. T'as failli refaire un brune. Un bébé brune. Bébé brune 2. On en a à combien de temps, 1 heure. Anthony? On est à 1 heure. Écoute,
Encore une fois, j'ai un très bon contact sur tes passions et tes intérêts. Ouais. Puis j'ai entendu dire à l'émission que tu es un grand fan de comics. Oui. Oui. Ça a été quoi, mettons, les séries marquantes de comic book? Ouais. Mettons, en comic, je suis vraiment fan de Daredevil, de Born Again. Je pense que Born Again est peut-être ma BD préférée. Ok. Vraiment. C'est très raw, c'est très greedy, c'est très greedy. Pas greedy. C'est très greedy. Cette BD qui te vole de l'argent. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Je suis très Marvel. Je suis pas. Ou DC un peu, mais je suis pas. Tu sais, il y en a qui vont aimer. Astérix, c'est autre chose, ou des enfants. Non. Des adultes aussi. Je me disais avant, super-héros et pas. 1 heure de Tintin. C'est ça. Mais ouais. Je pensais qu'on avait parlé de Spirou, là, mais là, je suis Ouais, c'est ça. Non. Ouais, j'aime bien. Tu sais, je suis très fan de ça. Ouais, tu sais, le dessin aussi, jeune, je dessinais beaucoup. Puis, tu sais, tu disais que tu voulais faire dans la vie. Je pense que dans la vie, pour vrai, la première chose que je voulais faire, c'était peut-être être BDiste, de faire travailler pour Marvel, mais c'était tellement inatteignable dans ma tête. Que j'ai arrêté ça assez jeune. Quand t'as là, est-ce que t'as réfléchi à genre un super-héros que t'aurais voulu dessiner ou genre. Vraiment juste dessiner, c'est pratique? Ouais, mais c'était pas bon. On s'en fout là, on veut pas. Ben oui, un peu, mais. C'est un souvenir, je sais. Non. Je retombais vite dans Hulk puis Captain America. Les classiques. Ouais. J'aurais aimé ça qu'on ait un pitch de super-héros. Ouais. Spawn, je suis très fan de Spawn. Oui, ben oui. McFarlane, je trouvais que le visuel, l'art de ces BD-là était incroyable. C'était mon genre. Puis comment t'as trouvé, mettons, parce que c'est ça, toi tu disais les comics, les matériaux originaux, on peut dire. C'est comment que t'as trouvé les adaptations, tu sais, mettons le monde de Marvel, les adaptations, on va dire le mot comme ça, cinématographiques. Comment t'as trouvé la transition? Est-ce que tu trouves que ils l'ont bien fait? Est-ce que tu trouves que. Ben oui, en général, oui. Je trouve que ça a été bien ficelé, puis tu sais, c'est pas sans faire, mais comme pas grand-chose qui est très parfait, là. Surtout, c'est trop gros, parce qu'à un moment donné, c'est comme. Il y a trop de fans, il y a trop de gens qui se l'approprient. Il y a trop, tu sais, moi, j'ai une vision peut-être à moi je vais dire, de Daredevil, mais il y en a d'autres qui ont une vision de même, tu sais. Fait que tout le monde s'est approprié un peu. Comme ceux qui ont écouté la série ont peut-être pas la même vision que ceux qui ont lu les comics. Parce que, tu sais, j'ai comme aimé et détesté la série, je pense. Ok. J'ai eu les deux. Il y avait des bouts, tu sais, des fois c'est autant niaiseux, mais moi je suis très dans l'esthétisme aussi, là. Puis je suis comme, mais pourquoi vous avez peur d'utiliser son costume comme il faut, là? Pourquoi, là? Mais c'est vrai qu'on dirait que c'est un trend maintenant dans les films de super-héros on n'a plus les couleurs flashy. On dirait que tout est maintenant rendu, il faut que ce soit un peu cuivre, brun, noir. Puis tu sais, pourquoi avoir peur d'y mettre son crest, là? Pourquoi ne pas avoir le DD, là? C'est quoi Qu'est-ce qui te marque dans cette icône-là? C'est quoi, là? C'est bizarre. Puis même, c'est niaiseux, mais tu sais, je disais, mettons, les films de Punisher. Non, tu sais, c'est un mauvais film. Je l'aime, j'ai un coup de cœur pour le film Warzone. Moi? Enfin, pour le reste, c'est un excellent So Bad It's Good. Ouais, c'est ça. Hein? C'est un excellent So Bad It's Good. C'est un manoir, là. C'est exceptionnel. Tellement de défauts que ça devient divertissant. Ouais. Mais moi, je disais que la réalisatrice du film, elle voulait pas mettre le crest de Punisher. Mais je suis comme. C'est son. Mais pourquoi? Pourquoi tu voulais pas? C'est quoi? Il y a tout le monde qui fait ce chandail-là dans la rue, là. C'est correct. À quel moment dans ta tête tu t'es dit non, il y aurait peut-être l'air trop niaiseux de mettre ça? Mais c'est un peu ça aussi, là. Moi, juste là, si René porte ça sur Ontario, si le Punisher, il a le droit de l'avoir sur son chandail. Dans le film de Dolph Lundgren, il l'a pas. C'est pas vraiment weird. Mais des fois, c'est des détails bizarres. Même moi, c'est dans un autre avenue, mais ça reste dans la BD. Là. Moi, c'est le film de Scott Pilgrim. Que j'avais écouté la série des Scott Pilgrim, puis j'avais adoré ça. Je trouvais que c'est tellement une bonne série de BD. Puis quand j'ai écouté le film, il y a plein d'affaires qui sont incroyables de ce film-là. Mais en même temps, il y a aussi des détails weird. Genre, tu sais, des fois, ils prennent des scènes, et là, il y en coupe d'autres qui sont super importantes. Puis t'es comme, pourquoi? Pourquoi vous coupez cette scène-là, mais que celle-là, vous vous étendez pendant 20 000 ans, alors que c'était comme 2 cases dans BD?
Des affaires de même. Ah, mais c'est intéressant parce que j'ai adoré Scott Pilgrim, le film. Le film, Mais je n'ai jamais lu les BD. Mettons, moi, ce là ça va être très discussion de nerd. Ça fait 1 heure qu'on est là, le monde qui veut pas écouter ça, ils partiront. Mais c'est quand même, il y a un bout dans la BD de Scott Pilgrim. Tu sais, le troisième ex, là, qui a genre des pouvoirs végétariens. Là, oui. Des pouvoirs de végétalien. Qui est pas Brandon Routh. Non, c'est ça. Je m'en rappelle plus du nom de l'acteur. Mais en tout cas, c'est comme blond, puis c'est aussi rendu comme le chum d'une ex à Scott. Oui, je pense que c'est Brandon Routh c'est ça, qui jouait le Superman de l'époque, le film de 2000. C'est fort possible. Il est revenu là récemment. Est-ce qu'on peut te mettre sur cette recherche-là, Oui. Anthony? Non, je pense que c'est. Mais c'est ça. Il joue un Montréalais d'ailleurs. Exactement. Hein? Puis dans la scène, dans la BD, en fait, il y a une grosse scène où est-ce que le premier affrontement entre Scott et lui, ils vont dans un genre de Walmart, mais c'est pas accusé que c'est Walmart. Puis en gros, eux, ils décrivent vraiment ça comme un lieu surnaturel, parce que comme ce lieu-là, quand tu rentres dedans, il y a tellement de bons rabais que tu deviens fou. Ah ouais. Fait que le défi de la bataille, c'est juste qu'ils se battent, puis ils courent dans le magasin, puis ils sont comme « Oh non, du bacon à 3$! » Brandon Routh. C'est ça. Right on. Tu l'avais. Puis, ce que j'ai trouvé tellement dommage, c'est qu'il n'y a pas cette scène-là dans le film, qui pourtant est comme un bon chapitre dans le comic. Et par contre, pour comme y faire référence, à un moment donné, genre, il parle dans un café, justement, puis t'as le magasin en arrière en background. Ah ouais. Je suis comme, ben là, rendu là, mettez-le juste pas, là. Là, vous me teasez, c'est juste insultant. C'est comme s'il faisait, regarde la belle scène que t'aurais pu avoir. On y a pensé, mais on l'a pas fait parce que fuck. Parce que, là, je comprends. Moi, j'ai du beef contre Edgar Wright. T'as pas eu la scène. Bon. Parce qu'il me fait tout le temps rire dans les films de super-héros. Je peux comprendre. Je sais pas si c'est des contrats ou c'est quoi, mais c'est quand, genre, le super-héros, il arrive quelque part, genre Iron Man ou Spider-Man, il arrive quelque part, là, il enlève le masque, tu sais. C'est comme. Pourquoi, là? Comme ils savent, là, c'est toi. C'est moi en dessous, là. C'est juste. Non, faut voir la face de l'acteur. Je comprends tout ça. Mais ça me fait toujours un peu rire. On a besoin de voir le visage à ce moment-là. Fait que pour une raison bizarre, il va enlever son masque, là. Il faut voir Robert. Là. Puis des fois, en plus, en milieu de bataille, là, que comme peut-être juste le fait qu'il enlève son masque 2 secondes, une balle perdue, Oui, là, c'est comme bon, ben, j'ai plus d'Iron Man. Ça, c'est très geek. Là, on est en train de tomber dans des discussions de geek. Mais ça va. C'est pas grave. Le monde qui écoute mon podcast, s'il se disait ah non, Guillaume, il va jamais parler de ça. Ils ont vu ton t-shirt, ils l'ont vu. J'ai un t-shirt de PlayStation. Mais écoute, merci beaucoup, Jeff. Attends, moi j'ai une dernière question. Avant de rapper ça, je veux. Parce que on a tout le temps Michel Grenier dans tous les podcasts, on a tout le temps demandé c'est quoi les conseils de gérant que tu donnes, mais on n'a jamais un autre gérant. Il n'y a pas d'autres gérants. À part Marc Boilard, je te mettrai pas dans le même panier que Marc. Sorry, Marc. Mais qu'est-ce que tu donnerais un conseil à quelqu'un qui veut commencer, qui s'intéresse à ce milieu-là, ou un artiste qui s'intéresse à un gérant? Qu'est-ce que ce serait quoi, toi, ta vue d'ensemble de ça? Peut-être que c'est les mêmes réponses, je sais pas. Ah, mais c'est pour ça que je t'avance là-dessus, mais... Clairement, moi, pour, mettons, à un artiste, clairement, je lui dis reste fidèle à toi-même, fais ce qui t'allume, fais ce qui te tente, fais pas, tu sais, reste toi-même, mais tu sais, travaille fort, mets-y du sérieux parce que ça peut arriver. Puis si tu le fais pas, ça marchera pas. Tu te vois avoir du talent, si tu mets pas l'effort, ça arrivera pas, mais persévère, ça va être tough. Peut-être ça va être tough, peut-être ça va être facile. Tu sais, il y a des outils qui peuvent t'aider, mais c'est pas tout le monde qui prend les mêmes avenues. Est-ce que de nos jours, avoir beaucoup d'abonnés sur TikTok, ça va t'aider plus que si t'en as pas? Dans certains cas, oui, mais dans certains cas, non. Si t'es bon sur scène, tu vas te faire piquer, tu vas évoluer. Comme on dit en anglais, the cream rises to the top, mais ça, c'est pas une blague, c'est très vrai. Fait que c'est vraiment d'y mettre, puis il faut que tu grindes, faut vraiment que tu essayes. J'imagine que tu la vois beaucoup, cette réalité-là, parce que dans ton line-up d'artistes, t'as des gens comme Tommy, que eux, TikTok, en ont profité à 110%. Puis t'as sûrement, tu sais, mettons, les Denis sur TikTok. Non, mais c'est ça. Ce serait pas quelque chose, ça marcherait pas. Non, exact. Tu vois ces différentes réalités-là qu'au final, tout le monde est capable de faire sa petite affaire et quand même atteindre un seuil de réussite. Exact. Tu sais, je pense que c'est important, plus que jamais, parce que je pense que
le monde change, l'industrie change, puis je pense que maintenant, les niches, ça commence vraiment à fonctionner, puis les gens veulent voir, tu sais. Je pense que de moins en moins, on va voir « Ah, ça, c'est de l'humour grand public, fait que tu vas marcher parce que tu fais de l'humour grand public. » Je pense que tu peux faire de l'humour vraiment plus niché, mais il faut que, tu sais, évidemment, c'est pas bien fait. Mais il faut que ta niche ait quand même un certain nombre de personnes. Ouais. Oui, c'est ça, exact. Ça, c'est sûr. Mais je pense que c'est important de faire ce qui va te ressembler vraiment. C'est peut-être un gros cliché, mais c'est vraiment ça. Puis, je pense que c'est de plus en plus vrai en fait. C'est que mettons, on aurait dit ça il y a 20 ans. On dirait que ça restait un peu cucu parce que comme au final, il faut quand même que tu fasses un gala juste pour eux. Sinon... Ouais. Faut quand même que tu fasses l'annonce de PFK, tu sais, mettons dans le cas des Denis. À cette époque-là, fallait qu'ils fassent certains rendus. Tu fais, ben on n'a pas le choix parce qu'il faut que vous ayez une visibilité que vous ne pouvez pas aller chercher ailleurs. Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, justement, la niche de. Ben, tu es sur TikTok, tu as une carrière. Ben, tu peux construire une carrière juste avec un outil. Là. Ouais. Puis, tu sais, honnêtement, tu peux. Puis c'est ça, comme tu disais à l'époque, tu sais, avec les Denis, c'était de l'humour absurde dans un moment où l'humour absurde, c'était vraiment encore là, un petit public qui aimait ça, mais ils ont eu la chance d'avoir d'avoir une belle tape dans l'eau puis d'être appuyés par des gens de l'industrie qui les aimaient et qui les mettaient de l'avant. Puis ils disaient non, ils sont bons, ils sont vraiment bons, ils ont vraiment du talent, mais il y en a qui les aiment pas parce qu'ils dérangent, ils sont à côté de la traque, ce qui faisait du bien aussi. Là, parce qu'on a besoin, on a autant besoin d'artistes qui, on peut dire, qui sont plus clean que. Parce que je veux dire, même moi, à un moment donné, il n'y a que des artistes de très, je sais pas, de niche, ben, maintenant, on va un peu se tanner de faire, ben, tout le monde fait ça. C'est qu'en fait, comment tu veux briser les codes s'il y a personne qui les établit? Exact, c'est ça. Quand quelqu'un a les pantalons de cuir, il faut quelqu'un qui rit les pantalons de cuir. Ben, c'est ça. Après, il y aura quelqu'un qui va rire, la personne qui rit les pantalons de cuir, qui va faire non, c'est cool les pantalons de cuir, là, ça va. C'est ça, balance. Il n'y aura plus personne avec des pantalons de cuir. À un moment donné, quelqu'un va arriver les pantalons de cuir, puis on va se dire, ben, c'est bon, merci. Génial. Non, on va dire, Oh! on a bien. On devrait faire C'est des affaires qu'il faut qu'ils restent. Mais, ouais, puis t'avais une deuxième question par rapport à l'artiste. Ben, c'est mettons, parce que là, on a eu le conseil artiste, puis mettons pour quelqu'un qui veut devenir gérant ou qui veut se lancer dans ce milieu-là. Oui, mon Dieu. Oui, ben, ça se ressemble. Ouais, non, mais. Ça se ressemble un peu parce que. Toi, toi-même, fais des TikTok. Ouais, non, mais tu sais, les étapes. Je pense que, mais cogne aux portes, aie pas peur de. Faut vraiment que tu développes un réseau de contacts, ça, c'est sûr. Tu sais, parce que, fait qu'il faut pas avoir peur de cogner, puis tu sais, vraiment soit de prendre le temps de peut-être demander de s'informer, peut-être avec d'autres gérants ou de pas hésiter à poser des questions, en fait, parce que ça va être vraiment important, ouais, de développer un réseau de contacts. Autant, je te dirais que dans l'humour, tu sais, autant dans les prods télé que même les agents de casting, tu sais, comme essayer d'avoir le plus de contacts possible en relation de presse pour pouvoir vraiment bien t'outiller pour aider ton artiste, tu sais, parce que des fois, les artistes vont t'emmener un contact, mais ça va être important que, en fait, ta job, c'est un peu de toi les avoir pour aider à builder ton artiste. Fait que vraiment de ne pas avoir peur d'appeler du monde, puis juste des fois de se dire je suis un nouveau gérant, en ce moment, j'ai rien à te proposer concrètement, mais je représente 2 artistes, les voici. Si jamais il y a quoi qui fit, pense à eux autres, je peux te donner des updates, s'il y a quoi qui se passe, juste de créer un lien avec des gens, de ne pas hésiter. La plupart des gens vont l'apprécier. Ça, c'est sûr. Puis le mieux, vraiment, pour voir contrôle. Oui. Quand on commence, on a l'impression que le monde sont tellement en haut, mais juste moi avec le podcast, des fois, j'envoie des invitations, je suis comme ça va jamais arriver. Puis finalement, tu te retrouves à avoir Guy Jourdain ou Unifest. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Ouais. C'est pas supposé arriver, ça. Ouais, exact. Parce que, c'est ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver, puis les circonstances, des fois, c'est juste une question de timing. Des fois, ça peut être l'artiste, ça y tente. Des fois, juste l'artiste fait crime, l'artiste.
je sais pas, il n'est jamais fait sous-écoute, pourquoi il viendrait faire mon podcast, tu sais. Puis mettons, je sais pas si Guy jouera ça, mais que Guy a déjà fait sous-écoute, tu sais. Une fois, oui. Mais tu sais, ça se peut là que se passe non. Il est venu faire mon podcast, il tentait, puis c'était cool. Puis, fait, ouais, je pense que ça ressemblerait à ça. Ouais. Super. Sur cette hésitation. Merci Félicitations. Mr. Jeff Batters. Merci. Si jamais on veut, ben là, j'imagine qu'on peut plus plugger, mettons, tes artistes. Ben, en fait, on peut plugger ton site web. Oui, exact. Gérancebatters.com. Let's go. Voilà. Puis, si, mettons, on veut voir les Denis, j'imagine, Rince Crème. Ouais. Les classiques. On peut aller sur leur Patreon, patreon.com/relais, mais tu sais, aller sur les réseaux sociaux de chacun des artistes. En fait, c'est ça. Aller sur son site avant. Ouais, checker les artistes. Sur mon Instagram aussi, la même affaire, Gérance Batters. Voilà. Let's go, puis merci beaucoup, puis on va finir sur une hésitation.